il a eu la magistrale idée de se dire l'excédent de recettes qu'on a eu, je vais aller voir les créanciers qui nous doivent de l'argent, à qui on doit de l'argent à Paris, je vais leur dire bah, je rembourse par anticipation la dette qu'on vous doit. Et en 2008, il a racheté, il me semble, 86% de la dette du Gabon auprès du Club de Paris. Ce qui fait que lorsqu'il meurt, la dette du Gabon est ridiculement faible. Elle représente à peu près 18% du PIB, ce qui est un niveau extrêmement faible. Donc, lorsqu'on arrive en 2009, le Gabon n'est quasiment pas endetté. Parce que 1300 milliards, c'est quasiment pas de la dette. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que la dette a été multipliée par plus de 3. Quasiment par 4 entre 2009 et 2019. La dette n'est pas une mauvaise chose en soi. Comprenez-moi bien. Ça peut même être très vertueux de s'endetter. Dans les vrais pays, en tout cas ceux qui sont un peu plus développés que le nôtre, quand on veut acquérir une maison, on va voir son banquier, il prête, et puis en 20 ans, 30 ans, vous remboursez. Bon, donc la dette n'est pas une mauvaise chose. Par contre, l'utilisation qu'on fait de l'argent qu'on emprunte peut être excessivement mauvaise. Parce qu'une dette bien empruntée et bien utilisée peut devenir un élément moteur pour le pays au sens où ça peut rapporter de l'argent. Si on estime par exemple qu'on va aller s'endetter pour faire une autoroute entre Libreville et Lambaréné, on va en faire cette dette. Déjà, il y a l'impact social de la construction de cette route. Mais on peut aussi se dire que si on fait une autoroute entre Libreville et Lambaréné en plus de la nationale, bon, ceux qui voudront emprunter la nationale empruntent la nationale, mais ceux qui veulent emprunter la nouvelle autoroute paieront un péage, parce que ça coûtait un peu d'argent. Donc, l'autoroute qui aurait été construite par cette dette rapportera sur une très longue durée de l'argent à l'État. C'est de la bonne dette. Si on va s'endetter pour dire on va construire une université, parce que il faut que nos étudiants soient formés dans les meilleures conditions et qu'ils deviennent les meilleurs en Afrique centrale, en Afrique, etc. Et qu'on mette ces conditions. Donc on prépare l'avenir. C'est de la bonne dette. Sauf que nous, allez, si je fais une petite soustraction, allez, entre 2019 et 2009, on a emprunté quoi? Allez, on a un solde de 4 000 milliards. On a allé prendre 4 000 milliards chez les gens. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que l'utilisation que nous en avons fait a un impact? En tout cas, vous savez, moi je suis loin, mais vous le vivez au quotidien. Est-ce qu'il y a un impact et ça a amélioré fondamentalement la situation du pays? Et est-ce que ça génère même des ressources supplémentaires au budget de l'État? Est-ce que sur une période de long terme, la dette que nous avons empruntée peut s'auto-rembourser avec les investissements que nous avons faits, par exemple? Ce sont des questions qu'on peut fondamentalement se poser. Mais il est clair que, et il faut que tout le monde l'ait à l'esprit, en 2009, notre pays n'était quasiment pas endetté. Et quand vous regardez la structure de la dette, on vous a mis ce petit tableau, ça ne se voit pas très bien, mais on vous a mis en fait les différents types de dettes que nous avons. On a de la dette bilatérale, c'est ce qui est bleu. La dette bilatérale, c'est lorsqu'un pays va voir un autre pays pour dire prêtez-moi de l'argent, lorsque le Gabon va voir la France par exemple. La dette entre deux pays, c'est de la dette bilatérale. En rouge, on a ce qu'on appelle la dette multilatérale. On n'avait quasiment pas de dette multilatérale parce que au moment où Omar Bongo décède, on n'est pas en plan avec le FMI. La dette multilatérale, c'est lorsque vous allez voir le FMI, la Banque africaine de développement, la Banque européenne de développement, ou les institutions de cette nature pour dire, bon, prêtez-nous de l'argent. Lorsque c'est, on appelle ces institutions des institutions multilatérales. Et donc leur dette, c'est de la dette multilatérale. On n'en avait quasiment pas, et puis quelque part ici, là on est rentré en programme avec le FMI, et le FMI nous donne de l'argent. D'ailleurs, ça me permet de tout de suite rectifier quelque chose concernant le FMI. Le FMI donne de l'argent au gouvernement. Et souvent, les populations s'attendent à ce que le FMI, l'argent donné par le FMI, améliore leurs conditions de vie. Vous vous trompez.
Le FMI n'investit pas pour améliorer vos conditions de vie. Tout le monde a un compte bancaire ici? Bon. Vous connaissez ce qu'on appelle le découvert bancaire? C'est lorsque vous utilisez de l'argent sur votre compte que vous n'avez pas. Donc le compte passe dans le rouge. Le FMI fait quoi? Les comptes de l'État sont dans le rouge. Le FMI vient et finance le découvert de l'État pour amener le niveau à zéro. En espérant que quand le niveau sera à zéro, l'État va se comporter de façon vertueuse pour que l'économie reparte. Donc, si vous prenez de l'argent, vous allez mettre sur votre compte à découvert. Ça ne change pas vos conditions de vie, en fait. Ça ne fait pas votre marché, je veux dire. Ça ramènera peut-être le découvert à zéro, mais c'est tout. En contrepartie, le FMI demande un certain nombre de réformes, certes, mais le programme du FMI n'a pas pour but d'améliorer vos conditions de vie. On ne vous le dit pas assez, mais il faut que vous le sachiez. Parce que le programme du FMI, c'est quand même de la dette. La preuve, elle est ici. C'est ceux qui en rouge. Vous voyez, on était à 200, 300 milliards, et lorsque le FMI, on est rentré en programme avec le FMI en 2017, ben c'est ça. Ça, c'est le FMI. Et c'est l'argent qu'on doit rembourser au FMI. C'est ça. Alors, quand je dis FMI, c'est le FMI, Banque africaine, Banque européenne, AFD, etc. Tout mélangé. Tout ce qu'on appelle dette multilatérale, c'est ça. Ensuite, reviens à 10 secondes, s'il te plaît. Ensuite, on a la dette au marché financier. Ça, c'est très intéressant, on en reparlera d'ailleurs dans la page suivante. C'est lorsque le Gabon va à la bourse pour dire « Écoutez, je suis le Gabon, prêtez-moi de l'argent ». La bourse, ce sont les marchés financiers. Je suis très triste de vous dire que nous sommes allés prendre ce qu'on appelle les eurobonds. Les eurobonds, c'est quoi? C'est de la dette obligataire. C'est-à-dire, ce sont des obligations, ce sont des titres, qui ont une méthode de remboursement différente. Déjà, quand vous allez sur les grands marchés comme la bourse de Londres, la bourse de Paris, les montants sont importants. Nous, on est allé à plusieurs reprises, à 3 ou 4 reprises, on a pris des montants, parfois 700 milliards, parfois 500 milliards, parfois 250 milliards, mais on a pris des montants très importants. La particularité de ces dettes, c'est que lorsqu'on les rembourse, on rembourse d'abord les intérêts. C'est-à-dire, si vous endettez sur 7 ans, chaque année, vous remboursez les intérêts de votre dette, uniquement les intérêts. Quand vous arrivez à la 7e année, vous remboursez ce qu'on appelle le principal. Donc, le montant qu'on vous a prêté. Si on vous a prêté 500 milliards, vous remboursez les 500 milliards la 7e année. Comme nous, on a de très bons gestionnaires à la tête du pays, ils sont allés une fois en 2012, une fois en 2015, et il me semble qu'ils sont aussi allés en 2016. Hein, Jean Gaspard. Ils sont allés en 2016. Ce qui fait qu'on a 3 années successives où on doit rembourser 500 milliards, 500 milliards, 500 milliards en une fois. Bon, notre budget c'est à peu près 2000 milliards. Hein. Donc, si vous prenez 500 milliards en une fois pour rembourser une dette, c'est quand même très compliqué pour la suite. Bon, encore une fois, si on avait fait des choses avec, peut-être que vous en avez vu vous, mais si on avait fait des choses avec, pourquoi pas? Mais on a 3 échéances de rebond, il me semble, 2021, 2022 et 2023, à rembourser au marché. Et ça, c'est très problématique. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas trop comment on peut faire pour assumer cette échéance avec les ressources publiques. Ici, vous avez gardé en mémoire que l'objectif du gouvernement, c'était une dette à moins de 40% du PIB en 2019. Comme on est gentil, on vous a mis la courbe de l'évolution de la dette depuis 1990. Bon, déjà en 90, on avait un pays qui n'était pas très endetté. 20% du PIB, c'est une dette tout à fait correcte. Jusqu'en 1994. La dette était relativement correcte. Et à chaque fois que je présente ça, je dis que on a fait un mauvais procès à l'époque à Omar Bongo sur la dette. Parce qu'à un moment donné, on a dit, Bongo, il a pris la dette, il a exposé la dette, etc.
Mais en 1914, vous vous souviendrez, il y a eu la dévaluation. 94. Oui. Il y a eu la dévaluation. Notre monnaie a été divisée par deux. Et comme la valeur de notre monnaie était 2 fois inférieure, était divisée par deux, bah, notre dette qui est libérée dans les monnaies des autres était mécaniquement multipliée par deux. Donc on n'est pas allé prendre, en une année, on n'a pas doublé la dette. C'est l'effet de la dévaluation. Et ensuite, les gouvernements de cette époque ont trimé pour essayer de ramener la dette à un niveau correct. C'est aussi pour ça, lorsqu'on parle de dévaluation du franc CFA, que les gens qui connaissent ces sujets sont diamétralement opposés à cela. Parce qu'on connaît l'impact sur les finances publiques et l'impact sur les populations. Et donc, vous voyez, malgré le désordre qu'ils faisaient à l'époque, on a quand même une tendance bien marquée de désendettement, quand on regarde sur la période, à partir de 1994. Et lorsqu'on arrive ici, je pense que c'est 2008, c'est lorsqu'Omar Bongo rembourse, vous voyez, d'un trait, il a fait ce qu'on appelle un rachat de dette. Donc, un remboursement anticipé. Donc, la dette avait bien baissé, il était même parvenu à ramener la dette au niveau de 1990. Et puis, il s'est passé quelque chose en 2009. Donc, là, la dette, elle a évolué, progressé, jusqu'à monter à 64%. Quand c'est arrivé à 64%, on nous a dit, on va mettre en place le plan de relance de l'économie pour amener ça à 40% en 2019. Nous sommes en 2019, nous sommes à 58%, 18 points au-dessus de l'objectif du gouvernement. En sachant, je le répète, qu'on a 3 échéances de rebond qui nous attendent. Et nous sommes en programme avec le FMI, justement pour financer des choses comme ça. Sauf que les gens du FMI ne sont pas bêtes. Ils ont compris qu'on a 3 échéances compliquées qui nous attendent. Ils ont mis en place un programme avec le gouvernement qui s'arrête en avril 2020, 1 an avant la première échéance. J'ai été au FMI il y a 2 semaines. J'ai rencontré avec mes amis les équipes du FMI. Je leur ai dit que je ne trouvais pas ça très éthique. S'ils veulent faire de l'accompagnement, ils font de l'accompagnement jusqu'au bout et ils ne partent pas juste au moment où les premières difficultés arrivent. Et l'une des recommandations qu'on fait d'ailleurs, c'est qu'on poursuive le programme avec le FMI à l'issue de l'échéance d'avril 2020 pour qu'il nous accompagne dans le remboursement de ces dettes. Parce que lorsque le Gabon allait s'endetter pour avoir des niveaux de dette, lorsque nous ici nous crions pour dire que mais où est-ce qu'on va avec la dette, on était à peu près seuls. On était à peu près seuls, les institutions multilatérales, les diplomates, etc. Et nous avons été nombreux. On a dans la salle des gens comme Jean Gaspard, Doudou Bailly, on a des gens comme Jean-Valentin Leyaba qui se sont époumonés à dire que le niveau de la dette, c'est plus possible, mais on ne nous a pas écoutés. Et j'estime que les institutions multilatérales qui ont observé cela se faire ne doivent pas partir au moment où on doit rencontrer des difficultés. Ils doivent nous accompagner pour rembourser les échéances de rebond. Et ça, je le dis publiquement, je le ai dit avec mes amis lorsqu'on est allé le voir, et je le dis publiquement, et je le redirai à chaque fois que cela sera nécessaire. Donc vous pouvez le voir, le trait noir ici, c'est l'objectif du gouvernement. Bon, il n'est manifestement pas atteint. La dette, elle baisse un peu. C'est vrai, on est quand même à des niveaux encore très élevés. Je vous parlais des échéances de rebond. Et on ne le dit pas assez, bon, on en parlera peut-être par la suite, il y a la dette intérieure. La dette intérieure, c'est l'argent que l'État doit aux entreprises et parfois même à des particuliers sur le territoire national. C'est cette dette qui permet aux entreprises de tourner ou parfois d'arrêter leur activité. Aujourd'hui, on a dit aux entreprises, mettez-vous dans le cadre d'un club qu'on va appeler le club de Libreville, qui est le 7e club de Libreville. En fait, on fait un club de Libreville à chaque fois que l'État a du mal à rembourser ses dettes. Donc c'est la 7e fois. C'est la 7e fois. Bon, on a mis ces entreprises ensemble en leur disant, allez, négocions un échéancier et puis on va vous rembourser tel montant par mois, on va lisser un peu. Au moment où je vous parle, ça fait 6 échéances que les entreprises du club de Libreville attendent d'être payées.
6. En plus, quand ils ont mis en place le club de Libreville, dans la grande sagesse des responsables qui s'occupent de ces questions, on n'a pas distingué les petites entreprises et les grandes entreprises. On aurait bien pu se dire, dans le club de Libreville, on a des entreprises comme BGFI, comme Sokoba, qui sont de très grandes entreprises, qui ont une organisation, qui ont de la trésorerie, et certaines d'entre elles sont même des filiales de grands groupes internationaux. Donc, ce sont des entreprises qui savent gérer ces situations-là, qui ont des mécanismes parfois de refinancement. À côté d'elles, on a des petites entreprises, parfois du BTP, que quelqu'un a monté, bon, il vient parfois faire les pavés dans la sous-traitance. Et on aurait pu se dire, on va quand même commencer à rembourser les plus petites parce qu'elles, si elles n'ont pas d'argent, elles vont mourir. Et voir avec les grandes entreprises comment on peut éventuellement s'organiser. Or, là, tout le monde est traité à la même enseigne. Donc, j'ai envie de dire, un grand groupe qui a 6 mois de retard sur le remboursement d'échéances de dette, pourquoi pas? Peut-être qu'il peut tenir. Mais j'ai la conviction qu'une entreprise moyenne ou petite qui a 6 échéances de retard, on parle parfois des centaines de millions, parfois des milliards, elle ferme. Et c'est pour ça, vous verrez lorsqu'on regardera les emplois, il y a des destructions d'emplois, mais quasiment dans tous les secteurs, en partie parce que le gouvernement ne paye pas la dette intérieure.